Moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous, Tête à Tête, c'est votre nouvelle émission sur TV Fil, une émission de rencontre avec des personnalités, des artistes qui reviendront sur leur parcours, expliqueront ce qui les anime. L'objectif, c'est de conforter et même, pourquoi pas, on l'espère, de susciter quelques vocations. D'ores et déjà, vous pouvez retrouver 30 numéros de cette émission sur Internet, à cette adresse sur YouTube. Vous verrez notamment les entretiens avec Tatiana Dronel, Laurent Delahousse ou encore Eric Emmanuel Schmitt. Pour ce premier Tête à Tête sur TV Fil, mon invité est un véritable poète. Interprète, musicien, il a collaboré avec de très nombreux artistes, parmi lesquels Serge Gainsbourg ou dernièrement Michel Houellebecq. Il nous parle de sa vie d'artiste, Jean-Claude Vannier. Bonjour Jean-Claude Vannier. Bonjour. Vous êtes compositeur, vous êtes aussi arrangeur. Alors, quel est le rôle précis de l'arrangeur? C'est un peu le chef d'orchestre d'une chanson? Oh, l'arrangeur, c'était une façon agréable de gagner sa vie, parce que comme les compositeurs de l'époque, et même sûrement encore aujourd'hui, sont incapables d'écrire la musique, il faut bien que quelqu'un le fasse, écrive l'orchestre et toutes ces choses-là. Donc en fait, il s'amenait vers les orchestrateurs avec des mélodies assez succinctes, sifflées pour la plupart, et nous, il fallait qu'on imagine l'accompagnement et tout ça. Vous, dans la musique, vous cherchez l'instrument, le bruit qui va surprendre? Dans la musique, effectivement, il y a des éclairages différents, on pourrait dire. C'est très difficile de parler de la musique. Il y a des éclairages différents, il faut qu'il y ait des surprises, des ralentissements, des silences, ça c'est très important, des respirations. Quand on est jeune et qu'on débute, on a tendance à en faire trop. On met de tout, comme dans un sac, on met tous ses jouets, la trompette, les violons. Il faut être très parcimonieux, il faut n'écrire que les notes indispensables et se servir des instruments quand il y en a vraiment besoin. Parce que comme on se base sur la respiration, la plupart des instruments avant, il faut qu'ils respirent. Si vous les faites jouer tout le temps, c'est lassant pour l'auditeur et c'est fatigant pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelques notes suffisent quelquefois. Vous êtes un autodidacte. Votre premier instrument? Le premier instrument, c'était la flûte. Parce que j'étais très ami avec Bourdin, Roger Bourdin, qui était un flûtiste connu à l'époque, et qui m'avait pris en amitié, qui m'avait donné des leçons. C'était un type extraordinaire qui vivait la musique. C'était surtout ça, l'intérêt d'être avec lui. C'est pas tellement qu'il soit bon ou mauvais flûtiste, mais c'est qu'il transmettait l'amour de la musique, le sens du discours, comment propager un sentiment, même indéfinissable, parce que la musique, on ne peut pas parler de la musique, c'est absurde. C'est comme si on dansait la philosophie. Donc la musique ne veut rien dire, quoi, tout simplement. Et pourtant, elle nous touche terriblement, beaucoup plus que quelque chose qui a un sens, plus que des mots même. Et après, donc, évidemment, les rudiments de la musique avec un que sais-je. Comme mes parents s'opposaient à ce que je fasse de la musique en général, il a fallu que je me débrouille tout seul en cachette. Et j'ai donc acheté des bouquins que sais-je pour voir au moins la tessiture des instruments, c'est-à-dire la note la plus haute, la note la plus grave. Parce que si je commençais à écrire des notes qui ne sont pas sur l'instrument, ils me l'auraient jeté les partitions à la figure. Donc voilà, c'est tout. C'était mauvais pour les nerfs, la musique. Oui, c'est ce que disait un médecin à mes parents. C'est mauvais pour le portefeuille, mais mauvais pour les nerfs. Et je crois qu'il avait bien raison. Alors, vous faites des musiques de films aussi. Quel est l'exercice le plus difficile entre écrire, composer pour un réalisateur ou composer pour un chanteur? Oh ben, c'est pas du tout pareil. Quand on a affaire à un chanteur, on a affaire à quelque chose de totalement caractériel, égocentrique, mégalomane, totalement dérangé, et qui est quelqu'un qui est en danger parce qu'il est face au public, si vous voulez. Il est comme une maîtresse de maison qui attend ses invités. Il est totalement désaxé, déboussolé. Donc il faut le respecter, ça, bien sûr. Et quand on lui écrit des mots, il faut faire très attention à ce que ces mots, il puisse les chanter, elle. Et la musique aussi, que ça ne la mette jamais en danger. Donc il faut que ça soit confortable à tout point de vue, même s'il ne raconte pas sa vie. Les gens ont quelquefois l'impression que les chanteurs racontent leur vie. C'est comme des petites divas, il faut les caresser dans le sens du poil. Vous voyez, ils sont extrêmement fragiles, tous autant qu'ils sont. Les interprètes, j'entends. Et la musique de film, c'est totalement différent. Il faut scoltiner le metteur en scène avec ses états d'âme, le producteur avec ses problèmes de financement, et puis les acteurs, qui sont eux aussi totalement paranoïaques. Donc ça fait un drôle d'univers. Enfin, moi j'ai commencé très jeune, je suis là-dedans depuis 18 ans, depuis l'âge de 18 ans. Et je ne peux pas dire que j'ai échappé à cette névrose collective. Disons que ça m'amuse, comme j'aime bien m'amuser de moi aussi.
Mais est-ce qu'il y a un interprète avec qui vous avez été particulièrement en symbiose ou alors, puisque vous êtes interprète vous-même, vous chantez, finalement, est-ce que c'est vous-même le seul Je connais si bien les problèmes. Aussitôt que je commence à faire un spectacle sur scène, 15 jours avant, je commence à m'agiter dans tous les sens. J'ai des trucs psychosomatiques, des rhumes, des allergies qui se déclenchent. Je suis une petite diva, je me bourre de médicaments. Alors, vous avez donc collaboré avec Serge Gainsbourg, vous avez composé avec lui, collaboré pour la Mélodie Nelson. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, Serge Gainsbourg? Il était lui-même compositeur, pourtant il a eu besoin de... Oui, il ne savait pas écrire la musique non plus. Et puis, sur Mélodie Nelson, c'est moi qui ai composé la plupart de l'album. Je l'ai rencontré par hasard sur une musique de film. Il avait besoin. On a fait cette musique de film tous les deux. C'était pareil, il n'existe pas de Robert Benayoun. Puis on ne sait plus. On est resté amis jusqu'à sa mort en fait. Moi j'ai travaillé très peu de temps. J'ai travaillé 3 ans avec lui. Mais on est resté très amis tout le temps. On se voyait au moins une fois par semaine. Et on ne sait plus musicalement, intellectuellement. Enfin, on se baladait souvent ensemble. C'est ça un peu aussi une histoire d'amitié. Quand on fait de la musique avec quelqu'un, faut qu'on puisse le supporter. C'est encore plus compliqué que d'être avec une amoureuse ou un amoureux. Et il me dit un jour, j'aimerais qu'on fasse un album. J'ai dit très bien. Et il me dit, ça s'appellerait Mélodie Nelson. Bon, je dis, bah oui, quelle bonne idée. Et ensuite, il me dit, bah c'est tout, j'ai que le titre. Est-ce que tu as des mélodies, enfin, etc. C'est comme ça que ça s'est élaboré. Assez longuement, enfin dans le temps. Ça a duré pas mal de temps, l'élaboration du truc. On ne savait pas trop qui était cette mélodie, on ne savait pas son âge, on ne savait pas si c'était une jeune fille, une petite fille. Puis finalement, c'est devenu celle qu'on connaît, qui est un peu inspirée par Lolita de Nabokov. On en a pas mal discuté aussi, parce que quand on est collaborateur, même si un ne fait pas l'autre musique, on est toujours obligé de bousculer un petit peu l'un et l'autre. Donc de discuter de tout finalement. Moi c'était un moment agréable. Le moment le plus là, c'était la sortie du disque qui n'a fait aucun succès. Donc on l'a laissé tomber, lui et moi d'ailleurs. Et puis un jour on commençait à en reparler, mais je pense qu'on en a reparlé peu de temps avant sa mort. Et ça fait fort peu de temps finalement que ce disque commence à devenir un peu connu partout. J'étais à Los Angeles, un peu partout dans le monde, tout le monde connaît ce truc. Dans le film dans lequel vous avez rencontré Serge Gainsbourg, Paris n'existe pas, il est question justement d'un artiste, peintre, qui est un peu malheureux. Le malheur de l'artiste, c'est peut-être cette hypersensibilité, cette sensibilité maladive. Est-ce que c'est le mal nécessaire de l'artiste? Est-ce qu'on peut trouver des artistes heureux? Moi, j'ai toujours dit que le bonheur ne m'intéressait pas. D'abord, reste à le définir. Et ensuite, si vous voulez, quand on fait quelque chose d'artistique, en particulier, basons-nous sur une pièce de théâtre, si on veut, j'avais un professeur d'esthétique qui disait il y a 1001 situations dramatiques. La première des situations dramatiques, c'est Roméo et Juliette, par exemple. Elle m'aime, je l'aime, nos parents ne sont pas d'accord. Ou alors, après, on a je l'aime, elle ne m'aime pas, nos parents sont d'accord sans être d'accord, etc. Il y a mille façons d'être. Il faut qu'il y ait un obstacle. Sinon, et donc, et la 1001e, c'est quoi? La 1001e, c'est la situation injouable, c'est celle où elle-même, je m'aime, nos parents sont d'accord. On ne peut pas faire un opéra là-dessus, on ne peut pas faire un roman là-dessus, on ne peut rien faire, même pas une chanson. Je ne connais pas, à part peut-être Paul Faure, un poète ou un chansonnier, disons, en gros, quelqu'un qui décrirait le bonheur. Enfin, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je pense que, sans aller dans le malheur extrême, il faut toujours qu'il y ait une espèce de petite tendresse, une petite nostalgie, quelque chose qui raconte du genre on avait tout pour réussir, ça devait super bien se passer, puis à un moment donné ça a déconné. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant, ce petit pourquoi là, ce je ne sais quoi, truc muche qui coince, quoi, et qui fait qu'on peut, quand on chante une chanson ou quand on joue un morceau de musique ou quand on lit un livre, provoquer l'émotion chez les gens. Moi, j'ai toujours dit, quand j'avais le spectacle, j'aimerais que les gens sortent de là, vont par terre, quoi, complètement en larmes. Je voudrais faire très très mal aux gens pour leur procurer des émotions du tonnerre de Dieu. C'est ça qui est important. On ne procure pas des émotions du tonnerre de Dieu en parlant des bleuets et des coquelicots. Comment faire pour mener une existence
normal, comme que chacun de nous a droit, c'est-à-dire manger avec les enfants, aller au restaurant, enfin, etc., au cinéma, voyager, et puis faire quelque chose d'artistiquement valable, quoi. Valable, ça veut dire en même temps pas forcément tout de suite accessible au public, c'est-à-dire un peu exigeant sur le plan artistique. Alors le problème, c'est ça, c'est de concilier les deux. C'est très compliqué, mais ça se vit. Alors il y a des moments de découragement. C'est normal, la musique, il faut le savoir, c'est comme toutes les professions artistiques, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand il y a des bas, ça m'est arrivé comme à tout le monde, on est consolé. Pourquoi ? Parce qu'on fait quelque chose qu'on adore. Et il suffit qu'on trouve un piano, et là, tout d'un coup, tout va mieux, quoi. Moi, j'aurais pas voulu passer mon existence à me dire, si j'avais fait de la musique, j'aurais tellement aimé faire de la musique. Je ne voulais pas de ce conditionnel. J'ai voulu faire de la musique envers et contre tout, en prenant tous les risques, le risque maximum. Et j'ai pas cherché à avoir un petit métier à côté, une boulangerie qui tourne, des actions, je sais pas quoi, à la bourse. Non, j'ai fait de la musique, terminé. Je pense que chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense que le risque maximum, c'est la seule vie possible pour moi. Est-ce qui pourrait ressembler à votre musique dans les paysages? Je crois que vous aimez les lieux désolés, les friches industrielles, etc. Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai habité longtemps au Fleuve, qui est en face du Havre, et au Havre, vous le savez peut-être, il y a une grande zone sur les bords de la Seine qui a été remblayée, c'était à marée basse, l'estuaire était très très large, et maintenant il est remblayé. Et là, il y a des lignes de chemin de fer désaffectées, des coques de bateaux éventrées, des locomotives renversées sur le côté, tout ça, des tas de charbon, je ne sais pas moi, des immeubles en briques avec les verrières cassées. Et quand le soleil brille là-dessus, avec les orties, les ronces, tout ce qui s'est mis, la nature qui a repris ses droits dans cette espèce de friche industrielle finalement, enfin industrielle du 19e siècle, eh ben, je trouve qu'il y a quelque chose qui est une très très grande poésie, oui. Parce que ça a quelque chose d'humain. C'est la déchéance du monde humain, l'abandon de quelque chose qui me paraît extrêmement poétique. Les Anglais, ils ont beaucoup plus que nous le sens de cette poésie-là, parce qu'ils ont une loi ou des coutumes, je ne sais trop, qui fait qu'ils préservent leur patrimoine industriel du 19e. Et quand vous baladez dans le sud de l'Angleterre, où il y a pas mal de mines de kaolin, de fer, tout ça, il y a des grandes cheminées d'aération, tout ça, c'est sublime. Tous ces beaux bâtiments qui sont aujourd'hui abandonnés, mais qui conservent, parce qu'effectivement, ils ont compris que c'était très beau. C'est très beau, ça, je trouve. La poésie, c'est pas les petites fleurs dans le jardin. C'est pas ça, la poésie. La poésie, c'est quelque chose qui est là, à côté de nous, dans la rue. Une fille qui passe, un pot de fleurs qui se dégringole. Des trucs marrants. L'art de dire des choses personnelles, c'est-à-dire tout ce qui nous touche, comment l'exprimer. Exactement ça. Les idées, ne m'appartiennent pas, ni à vous, ni à personne. Les idées, ça a été raconté 1000 fois. C'est la façon de raconter qui compte. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Jean-Claude Vallier.